Bonjour et bienvenue dans Industriel, le podcast qui donne la parole aux femmes qui font bouger l'industrie. Ce podcast est porté par l'AFATO, le collectif des jeunes engagés pour l'industrie, et en partenariat avec Engie, en soutien avec la Société d'encouragement pour l'industrie nationale. Ici, on parle parcours, vision, production, plein de projets intéressants. Aujourd'hui, nous allons explorer un univers à la croisée du design et de la fabrication avec Joséphine Bursaki, cofondatrice de Source Édition. Derrière la réédition de pièces iconiques se cache une réalité industrielle forte, et c'est ce que nous allons décrypter ensemble. Bonjour Joséphine. Bonjour. Alors avant de parler de fabrication, de chaîne de valeur et de rentrer un peu plus dans la technicité de tes projets, j'aimerais revenir un peu avec toi sur ton parcours et qu'est-ce qui t'a finalement mené à créer Source Édition. Alors toi, un peu, comment tu résumerais rapidement ton parcours ? Alors moi, j'ai fait un master en marché de l'art et ensuite j'ai travaillé dans des galeries d'art contemporain. Et j'avais toujours cette affinité avec le design parce que j'ai grandi dans cet univers via ma mère qui est maintenant mon associée Isabelle de Ponfilly. Et en fait, j'ai toujours été attirée par le design et donc j'ai lancé une galerie qui s'appelait Source Parisienne, qui était une galerie en ligne de design vintage des années 50 à fin 70. Et beaucoup de mes clients étaient des architectes d'intérieur et me demandaient une lampe de Ben Soudens qui était devenue presque introuvable, ou sinon en très mauvais état quand j'arrivais à la trouver ou à des prix inatteignables. Donc j'en ai parlé à ma mère en lui disant mais j'arrive pas du tout à trouver cette lampe, comment je pourrais faire? Elle m'a dit ah bah trop facile, on la réédite. Donc tout est parti de là. Donc Source Édition est née grâce à cette lampe que maintenant on réédite sous le nom de Jumelles. Donc on a retrouvé les ayants droit de Ben Soudens qui sont donc sa fille et sa femme et on a signé notre premier contrat de royalties avec eux pour la rééditer. Trop bien. Et toi, à l'origine, dans ton parcours, tu t'es orientée vers quoi? Tu voulais faire quoi quand tu serais grande? Je voulais vraiment être galeriste. Ok. Ouais. Et donc j'étais arrivée au stade où j'ai dirigé une galerie d'art contemporain à Paris qui s'appelle Andrén Shevchenko, qui est une galerie suédoise. Et donc j'étais très heureuse, mais j'avais toujours cette envie de faire du design. Ouais, et donc toi, tu te voyais plus au début comme une galeriste, peut-être aussi une entrepreneuse à travers ton projet de galerie en ligne. Comment après on bifurque vers l'édition, vraiment la production? J'ai eu de la chance d'être accompagnée par ma mère qui a dirigé une grande entreprise dans le secteur pendant 26 ans, donc qui avait toutes les connaissances et qui n'avait pas peur de se lancer. Alors que moi, je ne connaissais rien à la technique, j'étais forte pour vendre les produits, connaître leur histoire par cœur, parce que je suis vraiment experte de ces années-là. Et donc ça a vraiment été le déclic, c'était notre association, parce qu'on se complète très bien en termes de compétences. Et donc on s'est dit, allez, on se lance. On a commencé par signer ce premier contrat, et on s'est dit, on ne peut pas lancer une maison d'édition avec une seule lampe. Donc il a fallu créer toute une collection, tout un univers qui pouvait regrouper tout un salon. Et donc ma mère est experte très souvent en mobilier national, qui dépend du ministère de la Culture. Et donc elle avait déjà entendu via le président qui est Hervé Lemoine qu'il y avait des trésors qui dormaient au sein du mobilier national et que c'était dommage que personne ne les réédite. Et donc ça a été la suite de notre histoire. Donc on a contacté le mobilier national et on a eu accès à leurs archives et on a pu choisir 2 modèles qu'on réédite maintenant. Ah, trop bien. Alors, rééditer un objet, ça ne consiste pas simplement à le reproduire. C'est vraiment un travail finalement qui est technique. C'est presque de l'ingénierie finalement. J'aimerais comprendre un peu plus qu'est-ce que ça implique. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui de rééditer une pièce de mobilier? Alors déjà, tout part de l'objet. Donc on trouve un objet qui nous plaît, on peut se dire que c'est encore désirable maintenant. On n'est pas là juste pour rééditer des vieilles choses qui ne plaisent plus à personne. Donc on veut un objet qui soit désirable, qui soit adaptable, si ce n'était pas à l'époque, dans des bons matériaux. Donc déjà, on a banni tout ce qui était plastique, chrome, qui sont très polluants. Donc ça nous a enlevé pas mal de cette partie-là. Et une fois qu'on a l'objet, on contacte les ayants droit ou le designer s'il est encore vivant. Et on essaye de voir si déjà il est d'accord pour rééditer ses produits et s'il a aussi tous les plans techniques et les objets d'origine. Donc une fois qu'on a ça, on doit mettre au point des nouveaux processus de fabrication pour s'adapter aux nouvelles normes et aux nouvelles exigences, pour refabriquer le meuble ou l'objet sans dénaturer son esthétisme, mais en adaptant les matériaux quand c'est nécessaire. Donc en fait, c'est refaire des produits qui étaient fabriqués à l'origine en adaptant les matériaux, mais sans toucher au dessin pour que vraiment ça respecte la volonté du designer.
Donc là, actuellement, vous travaillez principalement avec les plans d'origine quand c'est possible, Oui, mais après, vous avez parfois aussi des phases de prototypage par la suite. oui, on passe toujours par des phases de prototypage et on n'a pas toujours les plans d'origine, donc c'est un petit peu compliqué. Donc nous déjà, il faut trouver les ayants droit, ça c'est la partie la plus longue pour nous parce que ça peut prendre jusqu'à 1 an. Ok. Par exemple, on a une collection d'André Monpoix qui est rééditée en partenariat avec le Mobilier National. Et quand on leur a dit « Ah, on aimerait rééditer cette collection », ils ont dit « Ah, bah, c'est super, mais on n'a aucune idée de qui sont ces ayants droit parce qu'il est mort à 50 ans. Il n'avait pas d'enfant. Donc assez compliqué parce qu'il est mort dans les années 70. Donc pas encore Internet et toutes ces choses-là. Donc on a regardé l'endroit où il était né et on a appelé dans les pages jaunes toutes les personnes qui s'appelaient Monpoix. Bonjour, est-ce que vous avez un lien avec André qui était designer dans les années 60-70 et finalement, on a réussi à trouver, donc c'est ses neveux et nièces qui sont les ayants droit. Et donc, ça nous a pris beaucoup de temps. Et ensuite, on avait de la chance car pour cette collection-là, on avait les plans d'origine qui étaient gardés au Mobilier National dans les archives. Mais sinon, pour d'autres objets comme la lampe de Ben Suldens, on a dû acheter des modèles vintage. On en a acheté 2 parce que les dimensions étaient un peu différentes, parce que c'était fait un peu de manière artisanale à l'époque. Et on a décarcassé la lampe pour recréer justement tous les plans et également créer tous les outillages parce que les verres sont soufflés, moulés. Donc, il fallait aussi recréer tous les outillages pour pouvoir refaire la lampe. Alors aujourd'hui, derrière chaque pièce, il y a des ateliers, des matériaux, des outils aussi, comme tu viens de l'aborder. On va parler peut-être un peu plus de la réalité industrielle derrière le projet. Aujourd'hui, où vous fabriquez vos pièces? Alors, on essaie de fabriquer principalement en France. Et quand on n'arrive pas à trouver le bon fabricant en France pour faire ce qu'on aimerait faire, on étend à l'Europe et pour le moment, on est seulement France et Italie. Ouais. Donc ça a été aussi très long de trouver les bons fabricants parce qu'on cherche des fabricants qui peuvent suivre aussi les capacités de production parce qu'on ne cherche pas des artisans qui vont faire les pièces une à une, mais vraiment pouvoir suivre toute notre commercialisation et donc produire en série. Tout en ayant des coûts qui, à la fin, ne soient pas exorbitants parce qu'on ne veut pas du tout tomber dans le collectible, qui est un secteur de notre domaine. Donc, c'est des meubles qui sont très, très chers parce que fabriqués en petite quantité par des artisans de métiers d'art, etc. Donc, il fallait trouver le juste équilibre entre exigence de production et aussi prix de fabrication pour pouvoir avoir un prix de vente abordable. Et alors, comment vous gérez un peu les volumes de production pour que ça soit quand même quelque chose d'industriel et qui reste abordable, mais tout en gardant un peu le savoir-faire et des métiers parfois qui sont vraiment de précision et d'artisanat en fait? En fait, c'est un peu au cas par cas. Donc, par exemple, on a un objet de Claude Courtecuisse qui a été dessiné en 1970 qui s'appelle le mini-flore, qui est un objet très particulier parce que c'est pas un soliflore, mais un petit peu. Et il est fait en biscuit de porcelaine qui est fait dans une manufacture française qui a plus de 2 siècles dans le centre de la France. Donc, ce n'est pas des industriels à proprement parler, mais on arrive en créant plusieurs moules, parce que chaque moule peut faire 50 mini-flores, c'est des moules en plâtre, qui sont après gorgés d'eau, donc on doit les réformer, les mettre à la retraite, donc on les expose, on ne les jette pas. Mais donc, on a dû créer plusieurs moules à la fois pour que la production puisse aller de manière plus vite qu'un moule à la fois, parce que c'est une journée de séchage pour chaque pièce, donc les temps de production sont assez longs. Donc en fait, c'est vraiment au cas par cas. Notre collection de salon, vu qu'on a un grand choix de tissus et de cuir, là, on fait à la commande. Donc on va produire déjà à l'origine des carcasses qu'on va stocker. Donc on les produit par dizaines de carcasses qui sont en bois massif. Et après, quand les clients nous commandent, on leur donne des délais de production pour faire toute la tapisserie. Ok, et par exemple, pour les soliflores, si on parle vraiment sur des productions plus industrialisées, entre guillemets, comment vous gérez un peu, c'est quoi un peu le temps entre l'identification de la pièce et vraiment peut-être la mise en production déjà? Alors là, identification de la pièce, trouver les ayants droit, c'est à peu près 6 mois à 1 an. Okay. Et ensuite, c'est faire tous les plans de fabrication, les prototypages. Il y a souvent des allers-retours avec les prototypes. Donc, je dirais le moment où on a commencé sur ces éditions et le moment où on a sorti notre collection, qui était à Milan en avril dernier, on a eu un peu plus de 2 ans. Ouais, et après, la production des pièces? La production des pièces rentre dans ces 2 ans-là. D'accord. Ouais. Et aujourd'hui, c'est quoi vos principaux défis pour fabriquer en France et en Europe? Ça va être quoi par rapport plus au coût, aux matériaux ou à la recherche des savoir-faire? C'est la recherche des savoir-faire également, parce qu'il y a beaucoup d'industries en fait, qui ont quitté
qui ne sont plus sur le territoire français parce que les clients ont beau dire qu'ils aiment le Made in France, souvent ils regardent le prix avant de regarder où est-ce que c'est fabriqué. Et vu qu'en France, ça coûte cher, il y a eu moins de demandes, donc moins d'industriels qui sont restés, parce que beaucoup de la production s'est délocalisée en Asie, particulièrement sur le luminaire. Et donc, c'est vraiment trouver des industriels déjà qui existent, et après, trouver des industriels qui sont au bon coût, parce qu'on ne veut pas être inatteignable. Donc, c'est vraiment plein d'ajustements. Aussi, on va ajuster pour baisser certains coûts sur des choses qu'on ne voit pas forcément à l'œil nu. On va aussi ajuster les matériaux s'ils sont nocifs, choses qu'on a fait beaucoup sur la lampe. Et voilà. Trop bien. Donc aujourd'hui, vous vous considérez vraiment plutôt comme une maison de design ou vraiment comme une entreprise une entreprise industrielle vraiment sur un secteur qui va être beaucoup plus premium? On se considère vraiment comme éditeur et rééditeur de mobilier des années 50-70 et qui fait aussi de la production et qui cherche des nouveaux procédés pour améliorer les produits. Aujourd'hui, vous avez toute une ligne de luminaires, des lignes vraiment de meubles qui sont réédités sur des modèles des années 50, des années 60. Comment produire du mobilier, ça implique énormément de standards. Ce n'est pas les mêmes qu'il y a 50, 60 et 70 ans, avec des nouvelles normes, un nouveau contrôle qui peut être de plus en plus rigoureux dans certains domaines. Quelles sont aujourd'hui les contraintes techniques auxquelles vous devez répondre? Alors, on doit, par exemple, je vais prendre l'exemple de la lampe jumelle, c'est l'exemple le plus parlant. C'était une structure en acier avec des globes en opaline. L'opaline, maintenant, on sait que c'est fabriqué au mercure, donc c'est très nocif pour les personnes qui les fabriquent et aussi pour la planète. Et donc, on a voulu garder l'esthétisme tout en ayant quelque chose de vertueux. Donc, on a mis au point un procédé qui est du verre soufflé et moulé, dépoli à l'extérieur et laqué à l'intérieur. Donc, on voit vraiment la main de l'artisanat. Ce n'est pas des verres industriels qui se ressemblent tous, donc on a vraiment des différences de halo entre chacun. Et aussi, la structure était en acier, donc assez lourd et très peu recyclable. Donc, nous, on a adapté en faisant une structure en aluminium. Mais donc, à l'œil nu, ça ne se voit pas, mais ça a vraiment changé tous les matériaux. Et aussi, toutes les normes électriques n'étaient pas les mêmes, bien sûr. Donc, on a dû mettre au point des nouvelles normes. Et dans le cas de cette lampe-là, il y avait des petits trous d'aération en dessous des globes, parce qu'à l'époque, les ampoules chauffaient. Donc, il fallait évacuer la chaleur. Et donc, on a quand même, nous, décidé de garder ces trous-là d'évacuation, car ils étaient très visibles. Et donc, on ne voulait pas changer le dessin. Donc, c'est ça aussi, rééditer, c'est adapter, mais en faisant des concessions. Est-ce que c'était quelque chose que le designer aurait accepté de changer? Parce que dans certains cas, il y en a qui voulaient absolument que leur table soit en plastique. Donc, on n'a pas approché ces modèles-là parce qu'on ne veut pas, nous, faire de plastique, même si maintenant, il y a des super alternatives au plastique, le plastique recyclé, des nouvelles matières. Et donc, savoir si le designer était assez flexible dans la production pour pouvoir adapter les nouveaux matériaux ou pas. Parce qu'on va pas... Et aussi, pour notre gamme Dialogue, qui est notre gamme de salon, les tissus sont maintenant classés M1, donc classés non-feu. Donc, on essaie vraiment de suivre toutes les normes pour que ça puisse se mettre aussi dans les espaces publics et pas seulement en résidentiel. Est-ce qu'il y a des projets parfois dont vous commencez un peu les investigations et après peut-être avec discussion avec le designer, s'il est toujours vivant ou les ayants droit, ou pour des questions de conformité, ça se relève pas possible, pas réaliste? On a eu le cas 2 fois, mais sinon, mon associée, donc ma mère Isabelle, est vraiment très calée en technique. Donc, elle arrive déjà à évacuer pas mal de choses où ça va être compliqué, alors que moi, je suis genre, oh, c'est trop beau, je veux faire ça. Elle m'a dit, non, ça, c'est pas possible, ça, on va pas le faire. Déjà, les investissements sont beaucoup trop lourds parce qu'il y a aussi toutes ces choses tous les moules. Certains moules peuvent coûter des dizaines de milliers d'euros. Donc, pour pas impacter le prix final auprès du client, on va évacuer aussi tous ces modèles-là qui nécessitent trop d'outillage et trop de recherche et de développement. Et donc là, au-delà de la fabrication, de la stratégie, il y a la stratégie finalement du projet. C'est un projet industriel qui tient, mais aussi sur une aventure entrepreneuriale. Aujourd'hui, c'est quoi un peu votre modèle de distribution? Comment vous positionnez? Alors, on a lancé la marque en avril à Milan pour le Salone del Mobile. Et on a été repéré pendant cet événement par Le Bon Marché, qui a voulu lancer la marque en exclusivité à la rentrée. Donc, on avait un pop-up de 1 mois avec eux, de fin août à fin septembre. Et ça s'est tellement bien passé qu'on a été reconduite pendant 4 mois. Donc, 4 fois de suite. Ah, vous restez 1 mois de plus. Donc, ça, c'était génial. Et donc, on était en exclusivité avec eux jusqu'à cette période-là. Et depuis ce mois-ci, on n'est plus en exclusivité. Donc, maintenant, on commence à chercher tout un réseau de distribution en France et aussi à l'étranger.
Donc, on va ouvrir aussi un réseau de distribution au Maroc en avril. On a notre premier revendeur au Maroc à Casablanca. Et donc, on n'est vraiment pas du tout bloqué sur une région. On veut vraiment distribuer au plus grand nombre. Et donc, voilà. Et on retourne aussi au Bon Marché. Depuis hier, on est au Bon Marché. Donc, vous pouvez nous trouver là-bas. Le design, ça peut être aussi un levier de valorisation finalement des savoir-faire locaux. On a parlé que vous cherchez toujours des nouvelles compétences, mais aussi des anciennes compétences pour les faire renaître. Est-ce que tu penses que le design, ça peut vraiment valoriser finalement le savoir-faire des métiers en Europe? Oui, je pense totalement. Un exemple dont je peux parler, c'est pas du tout relié à Source Édition, mais ma mère avait été appelée par l'église Saint-Eustache à Paris pour changer, parce qu'ils avaient 1000 chaises. Et à chaque fois qu'il y avait des concerts de grand orgue, ils devaient retourner les 1000 chaises une à une. Et donc, elle avait réussi à monter une équipe en faisant des partenariats entre des industriels français et des designers. Et elle faisait des binômes pour remporter le projet. Et elle a fait un binôme entre Constance Guisset et Houssard, qui était un fabricant de mobilier liturgique, donc vraiment spécialisé église. Et ils n'avaient aucune idée de ce que c'était un designer. Donc, ils ont gagné finalement le projet. Donc, vous pouvez aller à Saint-Eustache, il y a des super bancs dessinées Constance Guisset, où c'est des bancs à bascule, donc le dossier se bascule. Et donc, en fait, quand il y a des concerts de grand orgue, plutôt que de changer de place 1000 chaises, il y a juste à basculer d'une façon très facile. Peut-être, je ne sais pas combien il y a de bancs, je vais dire n'importe quoi, mais peut-être 100 au lieu de 1000 chaises. Donc ça, c'est vraiment, ça démontre que certains industriels ou fabricants français ne savent pas qu'en fait, avec l'aide d'un designer, ça peut ouvrir les champs des possibles de manière radicale. Et là, au-delà de la redécouverte de nouveaux métiers, de nouveaux savoir-faire, est-ce que tu penses qu'on peut parler aussi d'une réindustrialisation du patrimoine? Puisque là, vous rééditez des meubles d'il y a 50, 60 ans, c'est du patrimoine européen, français, italien, des designers de certaines époques qui retrouvent en fait de la valeur aujourd'hui? Oui, peut-être. Par exemple, notre collection Dialogue qu'on a trouvée dans les archives du Mobilier National avait été faite à l'origine pour le ministère de la Santé et des Affaires sociales en 67 par André Monpoix et avait été choisie par la suite par Simone Veil pour être dans son bureau. Mais en dehors de ce projet-là, ça n'avait jamais été commercialisé. Donc, c'est la première fois que quelqu'un peut acquérir une pièce qui a quand même accompagné une femme incroyable. Et également, pour notre collection Tutu de Turenne-Chevalreau, aussi en partenariat avec le Mobilier National, ça avait été une commande lancée par l'État pour faire les premiers meubles en kit, livrés à plat, sans aucun outil. Donc, en une seconde, on assemble la table et elle est montée. Et donc ça, c'est vraiment des choses qu'on peut apporter au public grâce à notre partenariat avec le Mobilier National, parce qu'avant, c'était dans des cartons, dans les archives du Mobilier National, mais invisibles par le grand public. Et toi, qu'est-ce qui te plaît le plus finalement dans tous ces projets qui mêlent en fait plein de savoir-faire différents, plein de compétences différentes, parce que tu dois aussi bien gérer la création, la production, la distribution et aussi l'image de la marque, parce que c'est une véritable marque aujourd'hui. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans cette aventure? Moi, c'est toujours de chercher les produits qu'on va rééditer. Donc là, on travaille sur la seconde collection qui va sortir à Milan. Donc on a déjà les prototypes, etc. pour Milan qui est en avril. Mais c'est vraiment fouiller dans les archives. Aller, par exemple, le Moniflore, on l'a trouvé dans les archives du Musée des Arts Décoratifs de Paris, avec l'autorisation de Claude Courtecuisse d'aller explorer les archives, le Mobilier National, et après, toutes ces archives-là, chercher, trouver le bon modèle, se dire c'est génial, faire valider par mon associé qui me dit c'est réalisable, et après éditer le produit et le voir naître. Et surtout le moment où on l'apporte aux designers ou à leur famille et voir le regard qu'ils ont sur cet objet. Et c'est toujours des aventures géniales. Wow. Et donc là, toi, tu as une vraie casquette d'entrepreneur parce que tu gères ce projet, mais tu devais résumer là ton métier. Je devais expliquer ton métier simplement. Ah oui. Alors, on fait refabriquer des meubles qui sont désirables des années passées. Et donc là, vous avez créé cette entreprise donc avec ton associé qui est ta mère. C'est quoi un peu cette aventure d'être à la fois une aventure à la fois familiale, mais de grande envergure finalement, et d'être dans une aventure aussi entre filles? Qu'est-ce que ça change? Moi, j'ai toujours été très admirative de ma mère, de son parcours. Depuis que je suis petite, je me dis à chaque fois, je veux être comme elle plus tard. Donc, de pouvoir travailler avec elle, c'est une chance que je mesure quotidiennement. Je me dis à chaque fois, qu'est-ce que j'ai de la chance, parce qu'elle m'apprend beaucoup de choses. Mais en même temps, on se complète très bien et elle respecte très bien mes idées. Donc, c'est pas juste je travaille avec ma mère et je suis tout ce qu'elle me dit. C'est vraiment un échange entre nous deux. On s'écoute beaucoup, on se respecte beaucoup.
Et donc, je trouve que je suis très, très chanceuse de faire cette aventure entrepreneuriale, mais avec elle. Et il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui veulent se lancer dans des projets d'entrepreneuriat, dans des projets aussi créatifs ou de production. C'est quoi un peu le conseil que tu donnerais à une jeune fille qui voudrait se lancer? Il faut le faire. Et au pire, si ça ne fonctionne pas, on peut toujours retrouver un travail. Moi, vraiment, c'est à chaque fois ce que je me disais au début. Oh, je quitte quand même un super poste. Ça fait 5 ans que je dirige une galerie. J'adore ce que je fais. Est-ce que je ne fais pas une bêtise en partant? Mais en fait, il faut toujours se dire que rien n'est irréversible. Il faut essayer. Ça ne fonctionne pas. Au pire, on réessaye autre chose. Mais si vraiment l'entrepreneuriat n'est pas fait pour nous, on s'en rend compte, il y aura toujours quelque chose qui nous attend ailleurs. Ouais, donc toi, en fait, c'était un peu une décision plus ou moins audacieuse. Tu avais aussi toute cette passion pour le mobilier et ça s'entend. Mais c'était aussi un risque parce que tu étais dans un job qui te plaisait énormément. Oui, il fallait que j'y aille. Je me suis dit, j'ai 30 ans le mois prochain, c'est maintenant ou jamais. Et j'y suis allée, Et je regrette pas du tout qu'il faut le faire, vraiment. Donc là, tu as la chance de travailler avec ta mère qui est un peu ton mentor finalement dans le domaine, mais tu as aussi, à ce qu'on entend, plein de sujets qui t'intéressent dans le monde de l'art. Est-ce qu'il y aurait une ressource ou, je sais pas, un livre ou quelque chose qui t'inspire vraiment, que tu aimerais partager aujourd'hui avec les jeunes qui nous écoutent? Moi, c'est vraiment d'aller voir les expositions. Il ne faut jamais s'arrêter juste au domaine dans lequel on travaille, mais vraiment aller voir tout ce qui nous passionne autour. Et moi, c'est vraiment ça qui m'aide, d'aller dans les foires d'art contemporain, aussi dans les foires de design, voyager. Et donc aussi, vu que je ne voulais pas quitter totalement le milieu de l'art contemporain, on a ouvert un showroom Source Édition qui est dans le 2e arrondissement. Donc, on vous invite à venir nous voir. Et tous les 3 mois, on invite une galerie partenaire pour exposer. Et donc, vraiment, ça permet de venir chez Source Édition, découvrir notre collection, mais aussi découvrir des super artistes représentés par des super galeries. Trop bien. Mais c'est vrai qu'on peut avoir aussi quand même, il y a beaucoup de préjugés sur le monde du design, sur le monde de l'art contemporain. Ça peut paraître aussi très fermé ou un peu élitiste. Comment tu convaincrais quelqu'un qui serait un peu réticent à aller dans un musée ou dans une expo? Non, il faut pousser les portes, il ne faut pas avoir peur. C'est vrai que quand on rentre dans les galeries, qu'il n'y a pas trop de bruit, on se sent un peu jugé, un peu observé. Mais non, mais pas du tout. Il faut vraiment y aller. Parler avec les gens, il y a des super médiateurs et c'est vraiment, vous ne regretterez vraiment pas d'avoir fait le déplacement, quoi. Non, il faut y aller, découvrir des nouveaux artistes, des nouveaux designers, essayer les produits, s'intéresser. Et voilà. Et surtout, aller aussi au musée des Arts Déco, qui est un super musée qu'on a à Paris et qui ouvre quand même tout l'univers du design très facilement. Ouais, avec une grande pédagogie. Merci Joséphine pour cet échange. Donc à travers Source Édition, on a compris en fait que le design c'était aussi une affaire de production, de transmission et de stratégie industrielle à travers tous les enjeux de la production. Donc merci à vous d'avoir écouté Industriel. Industriel, c'est un épisode chaque mois qui nous présente le parcours et le projet d'une femme. N'hésitez pas à partager cet épisode et à découvrir les initiatives de la Facto. À très vite pour un nouvel épisode.